va parler santé. Il y a 2 ans, je vous avais présenté un petit peu le programme du Forum Prospectif Santé, puis je vous avais indiqué que le forum n'était pas ouvert à l'ensemble des membres de Futurible. C'est maintenant chose faite à partir du 1er juillet. Donc ça, c'est pour vous rappeler un petit peu le dispositif qui avait été mis en place avec l'appui d'un certain nombre de membres fondateurs, dans lequel on trouve Apivia Massif Mutuel, CNP Assurance, la Croix-Rouge française, le réseau Hugo de l'ensemble des CHU de l'Ouest et du centre de la France, c'est 3,5 millions de patients pour 10 millions d'habitants, le CEA et le LEM, donc, qui nous ont accompagnés pendant 2 ans et avec lequel on a travaillé pour explorer un certain nombre de thématiques. Ces thématiques servent et ont produit un certain nombre de matériaux qui font l'objet de 2 rapports. Le premier, François Jouvenel vient de le mentionner, il s'appelle Santé et environnement en France, en à l'horizon France, 2040. à l'horizon 2040, et il est accessible. L'autre rapport sortira à l'automne et il va parler des transformations du système de santé, là aussi plutôt en France, avec des scénarios et des visions, donc c'est un rapport plus intégré. Ce que nous avons choisi aujourd'hui, c'est pas de vous présenter l'ensemble des éléments du rapport, parce qu'il nous faudrait 3 heures, 4 heures, ouais, à peu près facilement, mais juste quelques éléments d'éclairage et de teasing pour vous donner envie à la fois de rejoindre le forum et puis de lire nos travaux. La première chose, c'est un peu les éléments qu'il faut retenir de ces 2 ans de prospective en matière de santé. Et le premier message que je voudrais vous faire partager, c'est que la prospective en santé, c'est facile. Ah bon ? Eh oui, c'est facile parce que, paradoxalement, les besoins de soins à l'horizon 2040, un certain nombre de transformations, d'évolution des pathologies, ça suit, je dirais, des courbes avec des éléments de prévision qui sont assez simples à anticiper. On en parlera un petit peu. De la même manière, si on va s'intéresser à l'offre de soins, l'évolution de la démographie médicale, que ce soit sur les soignants, les pharmaciens, un certain nombre de dispositifs d'organisation des soins, sont des choses qui évoluent également lentement. Et on sait, on en dira quelques mots tout à l'heure, par exemple, que même si on a aujourd'hui le nombre le plus important de médecins qu'on ait jamais eu en France, ramené à la densité de population et aux besoins de soins, ce qu'on appelle la densité médicale, elle continue à diminuer et en gros, elle va continuer à diminuer jusqu'en 2035. Alors pour des raisons variées, donc c'est pas l'augmentation du nombre de médecins qui va faire qu'on va être mieux pris en charge, ce sont d'autres facteurs qui sont à prendre en compte. Les innovations médicales, quand on va parler des traitements en CAR-T-cell, des traitements en immunothérapie, quand on va réfléchir sur les vaccins ARN, ce sont des dispositifs qui ont été imaginés, conceptualisés il y a entre 20 et 30 ans, testés il y a une dizaine d'années, même si ça n'est qu'aujourd'hui où vous en voyez les réalités ou les réalisations et les applications. Ça veut dire que ce qu'il y a dans le pipe, on le connaît à peu près. Moi, ça fait à peu près 15 ans que je travaille en matière de prospective santé. Bon nombre, je dirais, si ce n'est pas la plupart des transformations et des innovations qui étaient prévues, se développent progressivement. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a l'IA qui, comme le dit quelqu'un qu'on connaît, Laurent Alexandre, qu'on n'aime pas particulièrement, on dit l'IA va écrabouiller le diagnostic des médecins et permettre effectivement une véritable révolution en matière de santé. Bon, j'ai entendu la même chose en 2009, alors c'était pas l'IA, c'était la télémédecine, le télédiagnostic qui allait révolutionner la santé. On a effectivement, en matière de prospective en santé, 2 ou 3 écueils. Le premier, c'est qu'on suranticipe la vitesse des changements technologiques et des innovations parce que ça fait lire et effectivement, on est beaucoup plus attentif à une innovation scientifique quand elle est portée par les médias qu'effectivement à quelque chose qui est plus inerte. Le deuxième élément, c'est qu'on a plutôt tendance à sous-estimer les inerties. Et s'il y a une chose difficile en matière de prospective santé, c'est le jeu des acteurs. En matière de délégation de compétences, d'augmentation du rôle des infirmiers, de développement effectivement d'un certain nombre de fonctions, ce qui bloque, c'est le jeu des acteurs. C'est le jeu des acteurs historiques par rapport à des modèles anciens, notamment en France, qui perdurent et qui vont être particulièrement chahutés effectivement dans les prochaines années. Et puis le troisième élément qui nous gêne un petit peu en matière de prospective santé, c'est l'attention que l'on porte aux mauvaises nouvelles. Les médias se repaissent, et vous aussi, et nous aussi, d'un certain nombre de mauvaises nouvelles. Nous avons retenu, il y a 4 ou 5 ans, un petit document qui disait que l'espérance de vie en bonne santé des Français avait baissé. Un certain nombre de mutuelles s'en sont emparées. C'est faux. Et vous avez beau démentir et dire que l'espérance de vie en bonne santé des Français progresse et qu'elle a encore progressé de 2 ans ces 10 dernières années, c'est quelque chose qui n'est pas entendu. Faites très attention à cela parce que aujourd'hui,
les informations qui passent en matière de prospective santé relèvent le plus souvent soit de l'innovation radicale, qui va être beaucoup plus lente que prévu à se mettre en place, soit effectivement de mauvaises nouvelles. Et donc on voulait commencer par quelques bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est la réduction continue de la mortalité sur les grandes pathologies en France. On pourrait même dire que la France, parmi les pays de l'OCDE, est celle où le taux de mortalité sur les grandes pathologies est parmi les plus faibles. Parmi les plus faibles. On ne le sait pas assez. Réduction continue, l'exemple simple, c'est qu'en 1990, le nombre de décès par cancer était de 145 000. En 2023, il est de 157 000. Le nombre de cancers a été multiplié par 2 dans la période, à raison de 80% simplement par le fait du vieillissement démographique. 15 à 20% pour des changements effectivement de pratiques, de consommation, de comportement, et puis on a entre 5 et 10% en fonction des problématiques qui sont liées à des effets environnementaux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer. Ce progrès continu en matière de santé et de réduction de la mortalité des pathologies. La santé est l'un des rares domaines aujourd'hui où on peut encore parler de progrès. Deux autres bonnes nouvelles sur l'exposition au risque santé. Le premier concerne les modes de vie. Alors, on dit que les modes de vie sont délétères pour la santé, que ce soit sur des problématiques d'alimentation, de sédentarité. Effectivement, c'est vrai. Mais en partie, les modes de vie en matière de santé s'améliorent aussi sur la problématique des addictions, notamment de la consommation du tabac et de l'alcool. Le tabac, on est passé de 30 à 25% de la population qui fume quotidiennement en l'espace de 20 ans, avec des baisses très fortes, notamment sur les jeunes populations depuis les dernières années. On a la même dynamique d'ailleurs sur la consommation de cannabis. Sur l'alcool, la consommation d'alcool a été divisée par 3 en 30 ans, alors notamment du fait du vieillissement de la population, de la baisse de la consommation régulière d'alcool, mais aussi là de la même manière sur la consommation d'alcool chez les jeunes a fortement diminué ces dernières années. Alors les choses sont un petit peu plus contrastées, il y a pour certaines populations une consommation qui augmente. Deuxième élément sur les expositions à des facteurs de risque. Alors on va pas mal parler de santé environnement et les messages peuvent être effectivement un petit peu angoissants. On a l'impression d'une montée des risques environnementaux qui sont omniprésents. Dans ces risques environnementaux, la première cause reste encore aujourd'hui les polluants atmosphériques et on est sur des baisses remarquables de niveau d'exposition à ces polluants atmosphériques de l'ordre de moins 50, moins 70% en l'espace de 20-30 ans. Alors attention, qui reste à des niveaux problématiques. On est sur des dynamiques de baisse qui, il nous semble, à court moyen terme au moins, devraient continuer. Je vois dans l'Assemblée des gens qui doutent effectivement de certaines informations sur la baisse de la consommation de tabac, d'alcool, etc. Regardez les statistiques. Chez les plus jeunes, en tout cas chez les lycéens, la consommation de tabac est passée de 17 à 11% depuis 5 ans. Certes, elle est restée à 38 chez les apprentis, 38% de la population, des jeunes garçons notamment. Mais la chute est considérable. Deuxième, troisième, quatrième élément, il y a une part croissante de citoyens qui sont investis dans la gestion de leur capital santé. Alors, ces 3 termes-là devraient vous faire bondir. Parce qu'à travers l'idée de citoyens investis dans la gestion du capital santé, je reproduis une certaine vision qui est celle du patient, citoyen, acteur, gestionnaire de son capital santé, connecté, qui respecte les parcours, qui suit effectivement les dispositifs de dépistage et de prévention. Et je dis oui, nous sommes de plus en plus nombreux, bon, je ne sais pas si je suis dedans, mais enfin nous sommes de plus en plus nombreux à effectivement avoir une approche de notre capital santé de ce type. Oh, c'est 40% de la population française. Mais de l'autre côté, il y a 60% de la population qui est dans une autre caractéristique, soit parce qu'ils sont suivis en raison de pathologies chroniques, mais vous avez effectivement entre 25% plus 15% de la population qui est soit en situation d'éloignement par rapport à la santé pour des raisons de gradient social, d'éducation, de revenus, etc. Et cette situation ne se diminue pas en matière de résultats, on le verra tout à l'heure. Et puis vous avez également l'émergence de comportements dits alternatifs. Alors alternatifs, on ne va pas trop les évoquer, mais enfin ça va de l'antivax à je me
soigne au jugé, je ne respecte pas nécessairement les prescriptions médicales. C'est à peu près 30% des patients qui ne respectent pas les prescriptions médicales. Donc quand on parle de l'efficacité thérapeutique et des justesses thérapeutiques, effectivement, il y a des erreurs, mais il y a aussi ce point-là qui doit être pris en compte. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a une part croissante des citoyens qui sont investis dans la gestion de leur capital santé, même si l'ensemble des politiques publiques en matière de santé demain, elles doivent être pensées non pas par rapport à ceux qui sont les plus en avance en matière de gestion de la santé, mais par rapport à ceux qui rencontrent le plus de difficultés. Et par rapport à ça, beaucoup doit être fait encore. Dernier élément, il y a un très grand nombre de traitements innovants. Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à travailler en matière de prospective santé, on avait des traitements dans le pipe, c'est-à-dire qui étaient en phase d'expérimentation, mais avec un certain nombre de doutes, que ce soit sur des thérapies géniques, que ce soit sur de l'immuno, que ce soit sur des greffes un peu plus complexes. Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons de croire, et d'ailleurs les résultats le montrent, que nous avons sur place des traitements très innovants, y compris sur des thérapies géniques et des thérapies complexes, qui existent, qui sont en place, mais certains d'entre eux sont extrêmement coûteux. Sur une immunothérapie, on est entre 250, 300 000 et 80 000 euros pour le traitement. Donc ça va poser un certain nombre de questions quand on est sur un flot très très important de prise en charge effectivement de certains cancers en immunothérapie, conjugué avec d'autres traitements, je pense notamment au cancer du poumon. Et puis sur des traitements plus complexes en thérapie génique, on est entre 1 million, 2 millions et 3 millions de dollars le traitement. Et donc on a des problématiques d'accès qui posent des questions éthiques absolument majeures, mais ces traitements-là existent et sont de plus en plus présents. François disait que la prospective en santé, c'est facile parce qu'il y a un certain nombre d'inerties. Le premier facteur de croissance des besoins de soins à l'horizon 2040, c'est évidemment le vieillissement de la population. Alors quand on parle de vieillissement, ce qui nous paraît vraiment intéressant, et c'est l'objet du graphique, c'est de regarder le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans. Parce que c'est là où on va avoir vraiment une accélération des phénomènes de polypathologie, de perte d'autonomie. Alors vous avez des chiffres sur la droite sur la prévalence des grandes maladies que je ne vais pas nécessairement commenter dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment au pied du mur, dans le sens où on est dans 1 an, les premières générations issues du baby-boom atteindront cet âge. Et on va être sur une période de 3 à 5 ans sur une augmentation des populations de l'ordre de 3, 4, 5% par an. Donc potentiellement autant en besoins de santé liés aux maladies qui sont liées au grand âge. Ça pose aussi des questions en termes, au-delà des besoins effectifs de santé, en termes de demande sociale. Qu'est-ce qu'on fait par exemple des personnes âgées qui n'ont pas un besoin d'hospitalisation immédiat, mais qui ont un besoin de consultation, qui ne peuvent plus se déplacer parce qu'elles ne peuvent plus prendre la voiture. Donc on a à la fois une progression des besoins de soins durs, entre guillemets, et aussi une progression des attentes adressées envers le besoin le système de soins. Je dirais rien de plus, sauf qu'on était à 4 millions de personnes de plus de 80 ans globalement sur les 10 dernières années. On passe à 7 millions à l'horizon 2040. Et tout ce qui s'ensuit va avec. Santé, environnement, il y a énormément de dynamiques qui sont différentes liées aux aléas climatiques, les mortalités liées aux canicules qui concernent là aussi principalement les personnes âgées. On est en retranchant les effets du vieillissement à plus de 40% de mortalité en France sur les 15 dernières années. On a des effets liés aux dégradations environnementales de manière plus large, l'augmentation du risque pandémique, dont le réchauffement climatique n'est pas la première cause, la propagation des maladies vectorielles qui ne sont pas nouvelles mais qui sont inédites sur le territoire métropolitain, une progression de l'antibiorésistance, progression aussi des allergies. Aujourd'hui, 30% de la population mondiale allergique, les projections à 2050 sont de l'ordre de 50% de la population. Évidemment, l'exposition à des polluants dits complexes, des polluants chimiques. Alors, on a tout un panel. Je ne vais pas forcément les commenter là dans le détail. 3 points à retenir qui sont vraiment majeurs en termes de santé environnementale. D'une part, le rôle des interactions. Il ne s'agit pas de regarder les facteurs environnementaux en tant que tels, mais en interaction avec les autres facteurs. Je donnerai un seul exemple. L'exposition au radon en France est responsable à peu près de 10% des cancers du poumon. Mais le risque pour les personnes fumeuses est 20 fois plus élevé qu'une personne non fumeuse qui est exposée au radon. Donc rôle des interactions.
Deuxièmement, une superposition des besoins et des crises. Toutes ces évolutions, ça donne des besoins de soins qui sont extrêmement contrastés. Il ne s'agit pas évidemment de comparer, de mettre sur le même plan une allergie et un cancer lié à une exposition aux pesticides, mais c'est des besoins qui vont se cumuler, qui vont pouvoir donner des crises, des situations de débordement, des échelles locales. Et enfin, dernier point qui nous paraît fondamental, il ne s'agit pas de maîtriser ces risques, mais bien d'apprendre à vivre avec. Et c'est ce qu'on qualifie d'entrer dans la société des risques dans laquelle on est rentré depuis 5-6 ans. Santé mentale, juste un point à retenir. Oui, les enjeux de santé mentale augmentent fortement, mais il est absolument primordial de distinguer derrière l'appellation santé mentale ce qui relève d'une part des situations de mal-être, d'autre part des situations de détresse psychologique aiguë avec des besoins d'accompagnement. Donc ces deux premiers facteurs progressent extrêmement fortement, notamment chez les populations les plus jeunes, les travailleurs et les populations âgées du fait de situations d'isolement. Et enfin, des maladies psychiatriques, où là, on est sur des dynamiques qui sont beaucoup moins fortes. Je ne développe pas, mais il y a toute une articulation entre impact du changement climatique et santé mentale. Quand on parle changement climatique, canicule, ça a certes des impacts sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale. Un petit mot sur qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire progresser la santé des Français à l'horizon 2040. Et puis on dira un mot final sur les grands éléments d'équilibre à terme. Si on veut faire progresser la santé des Français à l'horizon 2040, il faut effectivement réduire les facteurs de risque et d'exposition. On en a parlé, tabac, consommation d'alcool, exposition au soleil, très très forte progression des mélanomes. Mais il faut encore plus réduire l'éloignement de la santé des populations les plus fragiles. Les inégalités de santé en France sont parmi les plus élevées des pays de l'OCDE. On est un peu mieux que les Américains, mais sinon, on est dans les deuxièmes ou les troisièmes plus mal placés en matière d'inégalité de santé. Le taux de mortalité, le nombre de personnes, d'hommes de moins de 60 ans qui décèdent, c'est 15%. C'est absolument considérable. C'est presque 2 fois plus qu'en Grande-Bretagne. Par contre, on a une espérance de vie qui est très élevée. Ça veut dire qu'en gros, il y a des facteurs de risque, une exposition à des risques santé extrêmement élevés chez certaines populations qui disparaissent précocement. Mais effectivement, une fois que vous avez atteint un certain âge, vous êtes bien soigné, bien pris en charge. C'est vraiment le paradoxe français. Ce graphe-là, à chaque fois, je le présente parce qu'il est pratiquement incroyable en termes de représentation, c'est la prévalence des pathologies en fonction des déciles de revenus en France, dans lequel on n'ajoute pas, pour l'instant, la question de l'éducation. Mais juste sur les déciles de revenus, je n'ai pas besoin de le commenter, vous le voyez. Sur le diabète, on est sur 300%, facteur 3 pour les populations les moins aisées, mais on l'a aussi sur les maladies neurologiques et dégénératives, donc sur des maladies qui apparaissent effectivement moins classiquement associées effectivement à des problématiques de revenus. Et on ne l'a pas sur le cancer, tout simplement parce que les populations aisées vivent plus âgées, donc développent plus de cancer que les populations qui disparaissent plus précocement. On a là un facteur et un enjeu absolument majeur en matière de politique de santé, et ça touche tous les acteurs, ça touche les entreprises, les territoires et évidemment les systèmes de santé publique. Cette situation de stratification est tout à fait essentielle. Dernier élément, on l'a vu et Quentin l'a rappelé, en gros dans les 15 prochaines années, on a des besoins de soins. Donc là, on est plus centré effectivement sur le soin que la santé. En gros, c'est entre plus 30 et plus 40%. On a effectivement par rapport à ça une offre médicale qui est plutôt en augmentation en nombre, mais ramenée aux besoins, à la densité et aux problématiques entre guillemets de désertification médicale est plutôt en baisse. Il y a une erreur, c'est pas la baisse des pharmaciens, c'est la baisse du nombre d'officines. Enfin, juste ce point-là. Donc on a un grand effet de ciseaux à venir, plus 30% des besoins, moins 20% du temps médical disponible. On rappelle que un médecin de 1990, c'est à peu près 1,8 médecin d'aujourd'hui en matière de temps médical disponible, à cause des 35 heures, de l'organisation administrative, de la féminisation, de l'organisation du travail, etc., etc. Donc il va se passer quelque chose. Et c'est là où c'est passionnant. On a les solutions, mais il va falloir que les acteurs bougent. Il va falloir que les acteurs bougent en matière d'organisation des parcours de soins, en matière d'obligation beaucoup plus serrée du dépistage. Vous savez que le dépistage en France est dans une situation catastrophique. Le dépistage des cancers baisse en France depuis une dizaine d'années.
On est à moins de 50% sur le dépistage du cancer du sein. Je sais que c'est quelque chose qui est assez pénible, mais dans ces 50%, on est à 60%, 66% de dépistage chez les populations aisées et ça baisse à 25% chez les populations les moins aisées. On a là aussi une situation particulièrement contrastée. Donc là, il va falloir faire quelque chose. Et ça se fera. Moi, j'ai tout à fait confiance sur le fait qu'un certain nombre de transformations vont se faire en matière de délégation de compétences. Les besoins de financement vont être considérables. En gros, sur la santé hors inflation, à l'horizon 2040, on a besoin de 80 milliards d'euros en plus pour financer la santé et le soin, même avec de l'efficience et de l'efficacité thérapeutique, auquel il va falloir ajouter la dépendance, auquel il va falloir ajouter l'ensemble des autres éléments. Si on prend l'ensemble des besoins de financement public à l'horizon des 15 prochaines années, c'est en gros plus de 100 milliards d'euros par rapport à aujourd'hui. Ce qui n'est pas financé aujourd'hui, c'est à peu près 120 milliards déjà. Donc ça veut dire qu'il va falloir financer 120 plus de 100 ou alors faire des très grands renoncements et les envisager.